Procedo est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, bienvenue sur A-News Sécurité. C'est le média du continuum entre la sécurité privée et la sécurité publique. Ce continuum qui sera d'ailleurs mis en valeur aujourd'hui avec le parcours d'un directeur sécurité qui a fait ses armes dans le public et sert aujourd'hui le privé. On va découvrir son itinéraire, ses missions, ses expertises. Bonjour Jacques Schwenz. Bonjour. Merci d'être sur le plateau. Je prononce bien ? Très bien, parfaitement. C'est originaire d'où ? D'Alsace. Vous êtes né là-bas ? Je suis né à Strasbourg en 1963 et j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Et j'y retourne très régulièrement. Et on sent encore cette pointe d'accent de là-bas. Que vous, on le récupère vite. Oui, et qu'on garde bien évidemment. Donc à partir de 18 ans, vous partez, vous avez votre bac. Je crois que vous faites une petite année en pharma. Oui, à Kirchgrafenstaden, n'est-ce pas? Je vous laisse le prononcer. Je suis rentré un soir chez mes parents et aux grandes dames de ma maman, je lui ai dit « je m'en vais, j'arrête ». D'accord. Et alors, pas trop surpris, les parents? Ma maman aussi. Oui, quand même. Les parents sont toujours... Mon père, non. Vu qu'il est parti à peu près dans les mêmes conditions de chez lui, mais quelques dizaines d'années auparavant, il a dit écoute, mon fils, pas de problème, tu vas faire quoi? J'ai dit je pars à l'armée. Alors, ça c'est intéressant, effectivement, cette trajectoire qui évolue. Aujourd'hui, vous êtes responsable sûreté, sécurité et prévention chez Crédit Agricole Assurance. Oui. Mais avant d'en arriver là, effectivement, un cheminement, ça débute en pharma, une année, et puis tout d'un coup, le déclic, la lumière. Je veux faire l'armée. La lumière, non, je l'avais déjà. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, parce qu'on est en 1983, et vous intégrez l'école des officiers de réserve de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Ouais. Donc, a priori, d'après ce que vous me dites, c'est que c'était déjà un objectif, c'était déjà un rêve. Moi, j'étais passionné par le métier des armes. Alors, ça allait de sapeur-pompier, militaire. Je n'avais pas exactement d'idée précise quand on est jeune. Voilà. Ceci dit, moi, j'ai baigné un petit peu dans le milieu avec mon grand-père maternel, avec mon père qui était lui-même en gendarmerie, mais en départementale. D'accord. Et oui, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, le fait de servir, le fait d'être actif et de ne pas avoir chaque jour la même journée. Oui, c'est sûr. À la limite même de ne pas savoir ce qu'on allait faire le lendemain. Et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je me suis orienté en pharmacie sur les conseils avisés de ma maman, mais oui, non, ça l'a pas fait. Oui, non, ça pas l'a du pas tout. Ça marchait bien, ce n'est pas le problème, mais... C'était pas ce que vous vouliez faire. La réflexion, au bout d'une dizaine de mois, j'ai dit non. Donc, vous entrez dans l'armée. Pendant un an, vous êtes officier de liaison avec l'état-major américain à Berlin pour la coordination et l'engagement des forces interalliées. Oui. Ça consistait en quoi exactement ? Et en fait, moi j'étais officier au 46e régiment d'infanterie, comme aspirant, et après sous-lieutenant, j'étais en contrat Orsa, donc officier de réserve en situation d'activité. Et ça consistait, lors des manœuvres interalliées, ou voire si par malheur il y avait eu engagement, d'assurer la coordination entre les états-majors français, américains, et anglais également, et canadiens. D'accord. Voilà. Vous étiez bilingue ? J'étais bilingue et même un peu trilingue. Je parlais un petit peu l'allemand et d'ailleurs j'ai un petit peu travaillé au bureau de renseignement puisque j'ai eu la chance à 19 ans de pouvoir faire des patrouilles en Allemagne de l'Est, en Pologne, dans le cadre des accords quadripartites. Et je veux dire, c'est très formateur et là, à 19 ans, on mûrit très très vite. C'est sûr. Oui. Pendant cette année, c'était beaucoup de missions de terrain ou c'était assez variable ? Alors, beaucoup d'entraînement, essentiellement, de l'instruction, de l'entraînement, j'étais commandant de section, d'abord en compagnie d'instruction, après en section mortier lourd, et également des camps à Münzingen en Allemagne, et puis après on était effectivement sur des manœuvres interalliés, des exercices interalliés. Donc, on vivait dehors. Ça nous forge un homme, ça, et un caractère. Oui. Vous passez ensuite, en 1985, chef d'équipe d'intervention. Vous gérez quoi ?
En 1985, enfin, j'ai dû démissionner de mon grade. D'accord. Pour quelle raison ? Suite à une patrouille en Allemagne de l'Est où finalement on est rentré, mais il valait mieux pas que je reste sur Berlin. Parce que parce qu'on avait fait un petit peu de renseignement. Ah d'accord. Parce que je Voilà. croyais que vous avez fait la foire. Non. Dans le cadre professionnel, vraiment, si vous voulez, il m'a été recommandé de demander une affectation hors Berlin. D'accord. Pour notre sécurité, effectivement, ah oui, ainsi que l'officier supérieur qui m'accompagnait, oui. Finalement, j'avais en but d'intégrer l'école militaire interarmes, mais ce n'était pas tout à fait la bonne période. Finalement, j'ai démissionné de mon grade, j'ai passé le concours des sous-officiers de gendarmerie, et donc j'ai été reçu, j'ai démissionné de mon grade et je suis parti à Montluçon pour 10 mois d'école. D'accord. Donc je suis sorti au mois de mars 1985 d'école de sous-officier de Montluçon. D'accord. Et j'ai choisi mon affectation en gendarmerie mobile à Maison-Alfort, en escadron de gendarmerie mobile. D'accord. C'est là où vous êtes chef d'équipe d'intervention. Alors, pas tout de suite. J'intègre l'équipe d'intervention très rapidement à cause de mes spécialités. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'équipe d'intervention ? Alors, au sein d'un escadron de gendarmerie mobile, qui est une unité, ce qu'on appelle dans le domaine police-gendarmerie, une force lourde de maintien de l'ordre, ouais. Vous aviez à l'époque une équipe d'intervention qui était composée d'une dizaine de personnels qui était en charge plus particulièrement de traiter les manifestants dangereux, manifestants armés, d'aller au contact et d'interpeller ces personnes. Quel type de manifestants c'était à l'époque ? Aujourd'hui, on les connaît, hein, c'est entre autres les Gilets jaunes. Vous aviez notamment toutes les manifestations sur Plogoff, etc. Donc, en fait, le manifestant violent est le même en 1985 qu'en 2020. D'accord. Je veux dire, le profil n'a pas changé. Ouais. Les revendications ou les motivations sont un peu toujours les mêmes. Sont à peu près les mêmes. Enfin, disons qu'on les récupère, on va les récupérer pour justifier ces actes, effectivement. Après, voilà. Donc essentiellement basé sur des manifestants un peu extrêmes, ou il y avait d'autres missions ? Après, il y avait, au sein d'une unité, on amenait également notre concours à la gendarmerie départementale, aux sections de recherche ou aux brigades de recherche, dans le cadre d'interpellation, d'arrestation domiciliaire, des transfèrements de détenus particulièrement surveillés, dont M. Carlos. Pas le chanteur. Hein. Non, Illich Ramirez Sanchez, que j'ai eu l'occasion d'extraire à plusieurs reprises et présenter devant les tribunaux. Vous avez, j'imagine, pas trop échangé avec lui, il n'y a pas eu de... Si, quand même ? Je m'ai refusé parce que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui parlait pas moins de cette langue. Ouais. Et donc, c'est une personne qui pouvait intellectuellement prendre le dessus. D'accord. Donc, on est resté à distance. On reste à distance et voilà, on n'est pas dans le même monde. Ouais. Chacun fait son job. Alors, petit à petit... Après, avec les unités, les escadrons de gendarmerie mobile, tous les déplacements outre-mer et notamment tous les événements en Nouvelle-Calédonie, beaucoup d'événements malheureux également, depuis 1980. Alors, la Calédonie, les événements ont commencé en 82-83, mais on a eu des événements assez graves en 85, 87, avec les événements de Koné, avec sur Saint-Louis. Ensuite, effectivement, le plus connu, c'est Ouvéa. La grotte d'Ouvéa, bien sûr. Moi, à l'époque, j'étais sur Lifou, une île sœur à proximité. Voilà. Donc, là, il y a de l'engagement physique, il y a du risque, il y a de la peur. Oui, il y a du risque, puisque malheureusement, on a perdu quelques camarades, de nombreux blessés, même des blessés assez graves. Des moments... Alors la peur, sur le moment, non. Des sueurs froides, la transpiration, et après, on redescend en pression, on se vide, hein, des montées en adrénaline, et après, Bien sûr. Oui, ça dure quelques heures, hein, le temps de l'intervention, et après, quand on revient, on se lâche. et ça, et quelque part, j'imagine, ça reste à vie. Je ne suis pas marqué, je dors très très bien. Non, mais comme. Mais
il y a eu de très très bons moments, il y a eu des moments même idylliques, et à l'inverse, il y a eu des moments très difficiles, avec effectivement des blessés ou des pertes, j'imagine, de camarades, soit en opération, soit même accidentellement, hein, en Guyane notamment. C'est-à-dire sur une pirogue qui a chaviré avec 3 morts dessus. C'est-à-dire qu'ils sont noyés ? Oui, ils sont noyés. D'accord. Dans les fleuves guyanais, de toute façon, quand vous tombez à l'eau, vous êtes emporté par le fond et malheureusement, souvent, vous avez beaucoup de branchages, etc. Et les corps sont souvent accrochés, bloqués au fond. Donc, le gilet de sauvetage, en fait, techniquement, ne sert pas à grand-chose. Ah oui. Paradoxalement. C'est incroyable, oui. Vous avez donc parce que même avec le gilet, vous pouvez être aspiré. Si par malheur les branchages vous prennent, à la limite, ça va vous bloquer. Exactement, beaucoup plus que si vous n'en aviez pas. Donc vous avez énormément baroudé ? Un peu baroudé. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a plus baroudé que moi, mais effectivement, oui, ça m'a formé la jeunesse. Oui. C'est clair. De 85 à 1996, donc vous montez petit à petit en responsabilité jusqu'à gérer vraiment une équipe de plus de 10 personnes, 12 personnes. J'ai passé le brevet d'armes, j'ai passé le monitorat, le moniteur d'équipe d'intervention. Avec un certain nombre de spécialités, tir, franchissement, escalade, maniement des armes, technique spéciale d'intervention. Et quand j'ai pris le grade de chef, qui est le premier grade, n'est-ce pas, j'ai pris le commandement de l'équipe d'intervention dans l'unité Oisine à Maisons-Alfort. Ouais. D'accord. Et là, pour d'autres missions encore ? Oui, similaire, mais là, on est dans la conception, effectivement, de l'intervention. On est conseil auprès du commandant d'unité. Donc, il y a un travail en amont aussi, de préparation. Oui, bien sûr, toujours. D'accord. Toujours. On n'y va pas tête baissée. Non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, en 96, vous restez dans l'univers de la gendarmerie, mais vous passez, j'ai envie de dire, côté gamelle. Je suis passé côté gamelle, mais un petit peu contraint et forcé. Alors, on va l'expliquer, parce que vous devenez directeur du service hôtellerie-restauration de la gendarmerie à Maisons-Alfort, toujours. Quand même 52 employés, dont 30 personnels civils. 20 000 repas par an, faut en servir, de la soupe, et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, pas mal, belle entreprise. Pourquoi ce passage comme ça, la restauration ? Ça s'est fait volontairement ? Non. Enfin, volontairement, oui et non. Contraint et forcé, de gros problèmes de santé à la naissance de mes jumeaux. D'accord. Et pour ma femme également. Mais ma femme, ça a été... Peut-être prématuré ? Ils étaient grands prématurés. Et... La chance d'être en région parisienne avec des unités spécialisées comme Robert Debré, ça a permis de les sauver. D'accord. Et de les amener là où ils sont aujourd'hui. Donc il fallait être plus présent à la maison. Je ne pouvais plus assumer les déplacements. On est d'accord. C'était techniquement plus possible puisque tous les 15 jours, je montais à Robert Debré avec les enfants. C'est ça. On ne pouvait même pas confier la garde à nos enfants. Alors, nos parents n'étaient même pas sur place. Mais c'est complexe. Pendant un certain temps, c'est complexe. Même une nourrice ne pouvait pas les garder, puisqu'il y avait un risque permanent. Donc la grande famille de la gendarmerie vous propose un poste plus sédentaire. Chenens, il y a ce poste-là. Je dis oui, mais je n'ai jamais fait. Oui, mais vous êtes débrouillard, vous êtes cartésien, vous êtes entreprenant, donc... allez-y. Donc là, quand on assure 20 000 repas par an, faire 64 biberons par jour, c'est pas grand-chose finalement. Non, c'est les biberons qui sont plus difficiles que les 20 000 repas. On est d'accord. Alors là, quelles sont vos missions en tant que directeur du service hôtellerie-restauration de la gendarmerie ? On ne se rend pas compte, on pense bien évidemment aux messes des officiers, mais pas que. Alors, c'était un cercle mixte, donc déjà, vous n'aviez plus de messes officiers ou sous-officiers. D'accord. Vous aviez une partie hôtellerie, effectivement, pour les gendarmes en mission et pour les familles. Et vous aviez une partie restauration au quotidien, midi et soir, voire le matin pour les gens qui étaient à l'hôtel. Bien sûr. Et vous aviez également le support aux unités de province qui montaient en renfort sur Paris pour les maintiens de l'ordre. Exactement. Donc il fallait effectivement alimenter les unités qui étaient de passage. Et puis il fallait nourrir les militaires et leurs familles qui étaient des ayants droit également au cercle mixte, donc le midi et le soir. D'accord.
et un petit repas spécial le dimanche. C'est-à-dire un petit repas spécial le dimanche. Amélioré, bien sûr. Très bien. Vous ne faisiez pas les petits déjeuners au lit pour ceux qui dormaient sur place. Non, hein. On est d'accord, ça n'allait pas jusque-là. Non, ça ce n'est pas... non. En parallèle, vous avez continué à vous former quand même, hein? Eh bien déjà, le cercle mixte, c'était de nouvelles formations et en fait très très intéressantes, très enrichissantes. C'est-à-dire plus précisément quel type de formation? Vous apprenez déjà à gérer du personnel, les contrats d'embauche, du personnel civil, du personnel militaire. Vous faites du management avec des contrats à durée déterminée, des CDD, des CDI. Donc tout ça, vous découvrez vraiment un nouveau métier, le métier de manager. Ensuite, vous apprenez à référencer des fournisseurs, vous apprenez à travailler avec des fournisseurs, vous apprenez à gérer un budget, voilà. Et vous apprenez à gérer une entreprise, quand bien même un cercle mixte ne fait pas de bénéfices, hein, on est sous le coup des lois des associations. Des associations, oui. Mais malgré tout, une association doit être bien gérée pour qu'elle soit viable. Exactement. Donc il fallait que ça soit bon pour que les gens viennent. Absolument. De toute façon, si ce n'est pas bon, on nous le fait vite remarquer. Donc ça a été, en termes d'expérience professionnelle, je dirais à la limite, c'est ce qui m'a peut-être le plus armé pour le métier que j'exerce actuellement, paradoxalement. D'accord, on va en reparler dans quelques instants. Vous faites aussi une formation habilitation secret défense. Oui, puisque en fait, après le cercle mixte, je suis retourné en escadron et j'ai pris le commandement d'un peloton d'intervention à Versailles-Satory, donc je suis retourné à mes premières amours. Et dans le cadre de l'évolution et du parcours sous-officier, j'ai eu une opportunité, c'est quelque chose que je voyais effectivement dans le cadre de ma poursuite de carrière, intégrer la section des opérations qui était en charge donc à l'état-major de la gendarmerie mobile d'Île-de-France. Et cette section est en charge plus particulièrement de la conduite de l'ordre public sur Paris et les 8 départements d'Île-de-France. Et donc on assurait des vacations de 24 heures, hein. On était chef de quart avec les délégations de signature pour engager les forces du général commandant la région, quand il n'était pas présent, hein, c'est-à-dire la nuit, week-end, jour férié. Et parallèlement, on armait un pupitre à la direction de l'ordre public et de la circulation à la préfecture de police à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce que vous venez de me dire? La DOPC? Oui, dans le pupitre. Un pupitre, c'est un poste de commandement et de régulation. Et donc, le chef de quart représentait la gendarmerie auprès du préfet de police. D'accord. Mais pour l'engagement opérationnel, si vous voulez, en fonction, selon les instructions du cabinet du préfet de police, nous faisions faire mouvement aux unités, au commandant d'escadron. D'accord. Donc en fait, le gradé pour tenir ce poste-là devait avoir une parfaite connaissance de la réglementation, de l'ordre public, du maintien de l'ordre, de Paris et de la petite couronne, géographiquement, des palais nationaux, plus également un réseau interne permettant effectivement, en cas de gestion de crise, en cas de besoin, de taper tout de suite aux bonnes portes et de pouvoir avoir les ressources nécessaires. D'accord. Et ça, vous faites ça jusqu'à quelle année? J'ai fait ça pendant 4 ans et j'ai fait ça jusqu'au 4 janvier 2009. 2009. Et c'est là où vous faites le grand pas? J'aurais souhaité rester, mais il faut partir maintenant. Il fallait que je bouge. On me proposait bien l'épaulette, effectivement, mais l'épaulette, je la respecte énormément. L'épaulette en un seul mot, hein, on est d'accord. Oui. C'est pas les prénoms Paulette. Donc le passage, effectivement, en tant qu'officier. Mais j'ai décliné la proposition parce que le poste qui m'était proposé ne correspondait plus à mes attentes par rapport au parcours que j'avais eu, qui était pour un sous-officier très, très enrichissant et très instructif. Et j'ai eu une opportunité, j'ai postulé pour un poste qui se créait de responsable sécurité et sûreté au LCL, ex-Crédit Lyonnais. Exact. Dont le siège était encore boulevard des Italiens jusqu'en 2012. Donc voilà, j'ai postulé en novembre 2008. Donc ça, c'est via votre réseau que vous avez... Oui, et en fait, j'ai eu connaissance de l'offre via mon ancien
patron à la section organisation emploi de la gendarmerie. Alors quand vous rentrez effectivement au Crédit Lyonnais, j'imagine que dans l'univers bancaire que vous ne connaissiez pas, il faut également vous former. À ce métier, ce nouveau métier de responsable sûreté sécurité, des immeubles centraux et non commerciaux pour Crédit Lyonnais, un univers que vous découvrez. Je découvre totalement. Après, effectivement, l'expertise, le fait d'avoir travaillé au MES, de gérer des fournisseurs, d'avoir appris le métier de manager, le fait d'avoir travaillé à la section des opérations sur toute la partie sûreté, dispositifs de sécurité des ambassades, notamment US, israéliennes, les escortes fiduciaires de la Banque de France, tous ces sujets-là, si vous voulez, vous arment. Et mon ex-employeur, effectivement, était très intéressé par cette capacité à faire. Donc en fait, ne pas connaître le milieu privé, ça n'a pas été un handicap au moment du recrutement. Je pense qu'ils ont vu le potentiel, l'envie déjà, et la capacité à acquérir ces connaissances et ce savoir-faire assez rapidement. Via votre parcours. Ce parcours permet d'être... en fait, on est comme un outil multifonction. Un couteau suisse. Oui. On va dire. Alors, par contre, il y a sans doute quelque chose que vous devez prendre en main, c'est les nouvelles technologies qui, j'imagine, déjà à l'époque... étaient utilisés dans le milieu bancaire, mais peut-être beaucoup moins à la gendarmerie. Les systèmes vidéo, on connaissait effectivement. Il y avait des murs d'images à la préfecture, à la salle d'information et de commandement. Donc ce sont des choses qu'on connaissait. Par contre, l'architecture, la conception d'un réseau vidéo, la conception d'une installation de contrôle d'accès, c'est des choses... je me suis mis dedans et je me suis donné 2 à 3 mois maximum pour acquérir la connaissance, le minimum nécessaire, la connaissance technique pour pouvoir après effectivement arbitrer, challenger et assurer mon rôle en tant que maîtrise d'ouvrage. D'accord. Et depuis 2009, j'imagine que avec l'accélération des progrès dans les nouvelles technologies, il a fallu aussi faire la prospective, s'adapter. Tous les jours, tous les jours, pas quotidiennement bien sûr, mais régulièrement on va sur les salons, Expo Protection, dernièrement, qui a réouvert ses portes. Donc là on voit un petit peu les fabricants, les éditeurs. Faire de la veille donc bien sûr, de la veille technologique, regarder ce qui pourrait effectivement convenir à notre milieu, parce que le tertiaire, ce n'est pas la même chose que le milieu industriel. Donc oui, il faut regarder, il faut... Est-ce que d'ailleurs aujourd'hui vous travaillez sur l'approche de nouvelles technologies qui sont fondamentales dans le secteur comme celui de la banque et de l'assurance? Je parle entre autres, on en parle depuis quelque temps, de la détection de comportements anormaux avec ces nouvelles technologies qui arrivent pour effectivement les... Non, pas encore. Pour l'instant, la détection de comportements anormaux, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas envisagé pour l'instant, notamment dans le milieu tertiaire. On pourrait peut-être l'envisager au niveau des agences. Oui, c'est pour les agences, parce qu'il y a une start-up française qui développe ça. Voilà. Après, derrière, c'est sur quelle base législative se fonder pour dire « Monsieur, madame, vous avez un comportement anormal, vous ne rentrez pas dans l'agence », qui est un établissement recevant du public. Oui, alors c'est pas tant pour rentrer dans l'agence, c'est une fois que la personne est dans l'agence, on sait qu'il y a de plus en plus d'agressions un peu partout, et entre autres dans les agences bancaires. Donc, c'est de pouvoir alerter tout de suite un service qui peut intervenir, peut-être calmer les ardeurs. Pour avoir effectivement travaillé un petit peu sur ce sujet au LCL, effectivement, LCL, quand je suis arrivé avec mon patron, on était à 235 vols à main armée par an. D'accord. Et on est arrivé au bout de 5 ans à 0. Ah oui. Donc en développant effectivement, en modifiant les enceintes techniques, les protocoles, et aujourd'hui, maintenant, en règle générale, dans les agences bancaires, vous n'avez plus de fiduciaire, vous n'avez plus d'argent liquide. Bien sûr.
Donc aujourd'hui, un collaborateur, le risque est plus social, je dirais, aujourd'hui, dans les agences, que le vol à main armée que les employés en agence ont connu il y a une quinzaine d'années. Et quand je dis social, c'est les gens attendent de moins en moins, sont de moins en moins patients. C'est vrai. Ils attendent une réponse immédiate et ils attendent surtout une réponse qui va dans leur sens. Et aujourd'hui, je pense qu'en agence, les conseillers d'accueil, c'est cette difficulté de gestion. Et en fait, aujourd'hui, ils sont amenés à faire plus de psychologie que par le passé. C'est ça. Et vous pouvez même avoir des catastrophes sur le plan humain, puisque il y a quelques années, devant une agence Pôle emploi, là, en région parisienne, il y avait une personne qui s'est carrément immolée par le feu. Ouais. Donc ce sont des choses qui aujourd'hui peuvent se produire. Indépendamment effectivement de toute la partie risque terroriste, mais également résurgence des extrêmes, que ce soit extrême gauche, extrême droite, où systématiquement effectivement les établissements bancaires sont visés, mais parce qu'effectivement ils représentent le grand capitalisme et voilà. Pour terminer, Jacques, est-ce que la crise liée à la pandémie a fait évoluer votre métier de responsable sûreté, sécurité et prévention ? Est-ce que depuis 2 ans, vous avez senti dans vos missions et puis dans le regard du board? Oui, les missions ont évolué et la dimension du métier a évolué. On porte aujourd'hui une part de ce que j'appellerais d'hygiène. On va traiter le lavage de mains, on va traiter effectivement tous les produits sanitaires, en passant par les masques, par les gels, par les gants. On met en place des protocoles. Au niveau des équipes sécurité, lorsqu'on fait de l'assistance à personne dans nos établissements, quand il y a des malaises, il a fallu mettre en place des protocoles. Là-dessus, malheureusement, il a fallu faire preuve de logique, puisque ce sont des choses que même le milieu médical a découvert. Donc, voilà. Donc inévitablement, votre métier a évolué. Oui, il a évolué, avec cette crise. oui, sur une partie effectivement sanitaire. Donc une palette plus large de missions. Oui. Alors, par contre, on porte toujours assistance aux personnes victimes de malaises, d'accidents dans nos immeubles. Et on en a assez régulièrement. Quand vous avez plusieurs milliers de personnes dans les immeubles centraux, quasiment tous les jours, les équipes sont amenées à bouger, à intervenir. Et vous pensez qu'on va encore vous confier de nouvelles tâches dans les années à venir? Est-ce que votre métier va encore évoluer? Je pense qu'il évolue tous les jours. D'accord. Après, les nouvelles tâches, tout dépend. Les nouvelles tâches, en fait, elles sont inhérentes à l'évolution des risques. Donc, à la gestion de risque aussi. À la gestion de risque et également à l'anticipation. Parce qu'en fait, pour bien gérer un risque, il faut bien l'anticiper. C'est ça. Et encore, même en l'anticipant, je ne sais pas si le dernier, situation de crise. La crise sanitaire, si on l'avait anticipé, pour terminer très personne rapidement. Personne n'en a été capable, mais ce n'est pas une critique. On était loin de penser que 2 ans après, on serait encore dedans. On serait encore dedans. Une question courte, une réponse courte. Qu'est-ce qui fait encore courir Jacques Schwenz? La pêche. La pêche? Oui. C'est vrai? L'envie de vivre. D'accord. Et l'envie de vivre. Je pensais la pêche à la ligne. Non, pas la pêche. Pas la pêche à la ligne. Oui, la semaine pour aller à la pêche le week-end. Non. D'accord. L'envie de vivre. Et l'envie de vivre, ça passe par l'épanouissement au travail. Je pense bien à la retraite, mais pas tout de suite. Je ne suis absolument pas pressé. Et également toute la partie sociale qu'il y a autour, le contact avec les femmes, les hommes. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Agnew Sécurité. Merci aussi à la Dream Team Agora, à la réalisation, à la production, que ce soit Benjamin, Soline, Virginie, Léa et Camille. À très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Procedo a été heureux de vous présenter Parcours.